Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'intelligence artificielle ou plutôt de l'histoire naturelle en fait de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un petit voyage dans le temps et puis un petit peu dans l'espace quand même pour interpréter cette prolongation, on va dire, du cerveau humain qui nous caractérise aussi en tant que primate. Et donc, tout ça est lié bien sûr à l'intelligence. Alors, l'intelligence, si vous avez acheté ou si vous lisez régulièrement le magazine La Revue pour la Science, il y a un hors-série qui vient de sortir sur l'intelligence artificielle. Et il y a le grand témoin donc, de ce hors-série, Monsieur Abitboul, qui travaille dans la région parisienne, en fait, à l'INRIA, qui a un problème. Son problème, c'est qu'il a du mal à définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Eh bien, j'ai un peu le même problème. Je ne sais pas trop comment définir l'intelligence non artificielle, c'est-à-dire l'intelligence organique. En tant que paléontologue, donc quelque part paléobiologiste, on se pose des questions, bien sûr, sur ce qu'est l'intelligence. Et puis, en bon universitaire qui se respecte, on lit les articles de nos prédécesseurs qui ont travaillé avant nous en fait sur ce concept d'intelligence chez les mammifères, chez les primates et chez d'autres groupes. Alors, du coup, l'intelligence, est le fait déjà de posséder un cerveau avec deux gros hémisphères et des circonvolutions qui vont optimiser en fait les connexions neuronales dans une boîte crânienne donnée. Alors là, vous avez tous reconnu, pour les fans de science-fiction, en tout cas, l'excellente parodie de film de Tim Burton, Mars Attack, qui est une parodie de film de SF plutôt nord-américain et plutôt ancien, mais à la fois croustillant, où des martiens intelligents, la preuve, grosse tête, gros hémisphère, beaucoup de circonvolutions, en fait, attaquent les terriens, évidemment, mais leur intelligence, heureusement, les rend sensibles à quelque chose, attention spoiler, à la musique classique. Et c'est comme ça que les terriens, dans l'histoire de Tim Burton, vont s'en sortir, évidemment, vont se sortir de cette impasse, ou plutôt de cette invasion, en fait, extraterrestre. Alors, on a longtemps relié, en fait, la taille ou la masse du cerveau des mammifères à l'intelligence, et puis ça nous arrangeait un petit peu au début jusqu'au jour où on a commencé à faire un petit peu de stats et à comparer avec les autres espèces, et malheureusement on s'est rendu compte que on n'était pas au sommet de l'évolution pour une fois, puisque d'autres mammifères, cétacés, éléphants, etc., possèdent un rapport entre la masse corporelle globale et la masse du cerveau, ou inversement plutôt, un peu plus élevé en fait que le nôtre. Du coup, à défaut d'une définition, je dirais, artificielle de l'intelligence naturelle, on va retourner à la définition plutôt naturelle de l'intelligence artificielle, à savoir la définition un petit peu originelle, qui est une simulation, en fait, l'ensemble des disciplines qui participent à une sorte de simulation afin de réaliser des programmes qui simulent donc l'intelligence humaine, l'intelligence organique, primatoïde, humaine. Donc finalement, on se rend compte que l'IA est un peu au cerveau ce que la robotique est à la main, en termes de concept. Alors, robotique, c'est robota. Robota, c'est le labeur ou le travail dur, en fait, en tchèque ou en slave en général. L'IA, si on remonte en fait à la définition un peu plus classique, notamment celle de McCarthy, par exemple, on se rend compte qu'on est plus dans le domaine du jeu que du travail et donc du remplacement en fait de l'humain pour des tâches, des basses tâches, en tout cas des tâches difficiles. Donc il y a une connotation en fait dans l'IA à l'origine, dans la définition, qui est liée au jeu, et c'est pour ça qu'à chaque grand pas évolutif, si vous voulez, dans l'augmentation de l'IA, on a des espèces de repères temporels qui correspondent à une IA qui bat littéralement au jeu de Go, au jeu d'échecs, etc. Au poker, c'est un peu plus dur parce qu'il faut implémenter dans l'IA du bluff, donc non seulement des
caractère contingent ou aléatoire, mais en plus une sorte d'humanité que la machine, en tout cas l'intelligence non organique, n'a pas encore. Donc, fort de cette définition plutôt naturelle de l'IA, eh bien, on a, nous, une définition un peu plus aussi naturelle de l'intelligence humaine, à savoir que l'intelligence est logée, en tout cas émane plutôt d'un cerveau qui est un cerveau de primate. Quand vous comparez en fait le cerveau humain avec le cerveau d'un chimpanzé, à gauche, eh bien, vous avez des zones identiques, exactement les mêmes zones, cortex frontal, préfrontal, cortex associatif, etc. Vous avez des couleurs en fait qui correspondent à des organes ou des parties de cet organe du cerveau qui est très complexe, mais vous avez des couleurs identiques parce que, en fait, ensuite, vous avez une variation de proportion des éléments du cerveau les uns par rapport aux autres qui constitue en fait aussi une différence entre les espèces. Et donc cette différence, quand on fait de la paléontologie ou de la comparaison au sens large en fait d'espèces, eh bien c'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Cette comparaison d'organes homologues, de structures homologues, c'est-à-dire des structures comme le cerveau, qui, quelles que soient les espèces, ont une origine organique commune. Donc ça, c'est une méthode en fait qui a été formulée ou plutôt formalisée il y a un petit moment maintenant par un certain Georges Cuvier, qui était ironiquement fixiste, c'est-à-dire que lui, naturaliste protestant, était entre guillemets, ne croyait pas en fait en l'évolution des espèces. L'évolution des espèces n'est pas une affaire évidemment de croyance, mais dans son paysage en fait naturel et naturaliste global, on va dire, les espèces étaient en fait les espèces fossiles des preuves de déluge répétitif, puisqu'il fallait lire la Bible d'une manière littérale. Eh bien, les espèces fossiles étaient des restes pétrifiés, entre guillemets, de différents déluges qui se sont superposés au cours du temps. Par contre, même dans ce contexte-là, il a formalisé, pour ne pas dire presque inventé, en fait, cette méthode excellente qu'on utilise encore aujourd'hui d'anatomie comparée. C'est-à-dire, on va repérer en tout cas des organes les uns par rapport aux autres, et on va étudier en fait l'histoire évolutive de ces organes, de ces parties homologues. Vous avez un primate, un attelle, en fait, qui a été volontairement mis en position horizontale. Il a enlevé les bras, il a enlevé la ceinture scapulaire, il a enlevé les membres postérieurs et il l'a comparé avec en fait, un autre squelette de poisson osseux pour bien montrer que la partie céphalique était homologue et la colonne vertébrale est homologue entre les espèces. Vous avez un oiseau aussi en position horizontale. Et donc, il a formalisé en fait, cette méthode d'anatomie comparée. Alors, Cuvier, ce n'était pas le premier, en fait. Quand vous fouillez un petit peu dans l'histoire des sciences, le premier scientifique qui a développé cette méthode, c'est un certain Edward Tyson, qui était médecin. Il a d'ailleurs créé le premier hôpital psychiatrique en Grande-Bretagne. Il était à Oxford au début de sa carrière, avant d'être à Londres, et il a montré, en fait, en comparant les différents cerveaux chez les primates, que le chimpanzé était plus proche, d'ailleurs, de l'humain qu'il ne l'est de l'orang-outan. Donc ça, à l'époque, c'était déjà un bon coup de pied dans la fourmilière, puisqu'on a une relation plus étroite entre deux primates, au sens large, que entre ce qu'on considérait en fait comme les singes. Donc, merci en fait le cerveau qui a permis finalement, grâce à ces études organiques, pour pas dire médicales, de rapprocher en fait les primates qu'on appelle non humains, en tout cas le chimpanzé, avec notre espèce sapiens dont nous appartenons. Alors, évidemment, on compare aussi au sein des primates les cerveaux pour essayer de mieux comprendre et mieux définir cette notion d'intelligence organique. Est-ce qu'il s'agit du nombre de neurones en plus du paramètre massique ou de la proportion, comme on l'a vu en fait, entre la masse corporelle totale et puis la masse du cerveau? Eh bien, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que quand vous comparez déjà ces cerveaux,
ne serait-ce qu'au sein même des primates, encore une fois, on voit très peu de différence entre le crâne du chimpanzé, en termes de structure, hein, j'entends, et puis un crâne humain. Alors après, quand vous dézoomez un petit peu sur l'arbre du vivant en termes de comparaison avec les autres mammifères, là c'est pire encore, j'ai envie de dire, puisque vous avez le crâne d'éléphant, qui contient donc le cerveau, évidemment, hein, la boîte crânienne qui contient un cerveau, qui est encore plus méandriforme, dont les deux hémisphères présentent un degré de plissure, hein, entre guillemets, supérieur, en fait, par rapport à l'humain, et c'est la même chose chez le dauphin. Donc finalement, on peut déjà se poser une question, pourquoi l'IA est une sorte d'expansion de l'intelligence humaine, pourquoi au cours de l'évolution des espèces, les éléphants ou les cétacés n'ont pas eux-mêmes développé une intelligence artificielle. Bon. C'est un petit clin d'œil en fait sur le côté fortuit ou aléatoire évidemment de l'évolution, mais quand on replace en fait ces structures-là ou ces observations en fait dans le temps, vous avez un arbre phylogénétique ici des mammifères avec en bas à gauche les monotrèmes. Hein, Platypus, c'est l'ornithorynque. Vous savez, cette espèce de mammifère avec une tronche bizarre. Il a un bec de canard, il a une queue de castor et puis il a des griffes un peu de taupe. D'ailleurs, les premiers naturalistes occidentaux, quand ils ont ramené en fait cette étrange bestiole d'Australie, on pensait que c'était un fake, hein, que c'était un canular de taxidermiste tellement eh bien, c'était improbable de trouver une espèce qui présente une telle mosaïque de caractères. Bon, le platypus a un cerveau, on va dire, anecdotique par rapport à l'éventail que vous avez devant vous, mais on retrouve bien, Afrotheria, c'est un groupe qui inclut en fait les proboscidiens. Un proboscis, c'est la trompe, donc les éléphants, le groupe, on va dire, des éléphants. Et puis, on voit aussi les cétacés, les primates, et d'autres types de mammifères. Donc voilà, quand on compare en fait un petit peu ça dans un contexte temporel, on a une vision, si je puis dire, un peu plus peut-être précise sur l'évolution de cet organe bizarre qui est dans le dernier Pour la science en question, le dernier hors-série, comparé à un organe spongieux dont la texture ou la structure évoque le tofu. Hein, donc c'est assez poétique, je trouve, ou culinaire évidemment, comme comparaison, mais finalement, on a à l'intérieur de notre boîte crânienne une masse de type tofu qui est assez intéressante en termes d'évolution des espèces. Alors, voilà un arbre un peu plus inclusif, un arbre évolutif un peu plus inclusif, avec des mammifères toujours en haut à droite. Vous avez les oiseaux qui dérivent, ou plutôt qui sont groupes frères en fait, d'autres reptiles. Hein. Tout ça est rangé dans le grand groupe des archosaures, dans lequel on place, on va le voir, les dinosaures, évidemment. Et puis, vous avez un peu plus bas les amphibiens, donc les tétrapodes non amniotiques. Tétra, c'est 4. Podos, c'est le pied. Nous sommes des tétrapodes, tout comme donc les amphibiens, les reptiles, les oiseaux inclus, et les mammifères, à peu près 35 000 espèces actuelles. Et nous dérivons de certains poissons, entre guillemets, assez étranges, avec des nageoires un peu beaucoup robustes, hein, on va le voir d'ailleurs, qui eux aussi avaient une région céphalique post-orbitaire, hein, puisque le cerveau, il se trouve que le cerveau est plutôt logé dans la partie post-orbitaire en fait, du crâne. Il y a aussi des neurones, vous allez me dire, dans les intestins, hein, dans nos intestins. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que l'intelligence ne se limite pas au nombre de neurones ou aussi au nombre de connexions neuronales. Et quand vous zoomez, par exemple, sur essentiellement les poissons, hein, vous reconnaissez Monkey, hein, le cerveau plutôt primatoïde, la souris, je descends en fait, hein, le poulet, le lézard, catfish, c'est le poisson-chat, etc. Vous avez stickleback, zebrafish, c'est le poisson zèbre, stickleback, c'est l'épiloche, et puis quand vous remontez en fait vers en haut à gauche, vous avez une série, on va dire, de poissons d'aquarium. Et donc là,
en fait, j'ai mis en différentes couleurs de grisé des éléments homologues du cerveau pour vous montrer que finalement, tout ce qui se passe au cours de l'évolution des vertébrés, c'est une sorte de variation, comme une partition, à partir de quoi 7, 8 éléments, hein, le télencéphale, le diencéphale, le cervelet, qu'on appelle aussi le cérébellum, etc. Donc tout ça bouge de place, change de position, change de forme, de volume, et constitue en fait la diversité des crânes au cours de l'évolution des vertébrés. Regardez par exemple Mormirus, hein, en haut à gauche. Mormirus, c'est le petit poisson aspirateur d'aquarium. C'est pas celui qui a une face plate qui nettoie la vitre, c'est un poisson qui a vraiment une tête d'aspirateur et qui va, il est benthique, hein, c'est-à-dire qu'il vit plutôt au fond de l'eau, il va filtrer en fait le sédiment au fond de l'eau pour se nourrir. Eh bien, regardez le cerveau qu'il a. Il a un cervelet qui est complètement projeté dans la région antérieure, ça fait même une sorte de béret, hein, et la partie télencéphalique, hein, c'est-à-dire là où chez nous nous avons les hémisphères, la partie homologue, présente une sorte d'excroissance comme une antenne qui correspond sans doute à la région en fait sensorielle un peu développée chez cette espèce-là, justement peut-être adaptée à un mode de vie filtreur. Donc on a une sorte de variation. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les différentes parties du cerveau, hein, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous montrer un petit peu les mots-clés vont être variation, évidemment, retenue ou non d'ailleurs par la sélection naturelle, mais finalement la constance, si je puis dire, c'est la variation en termes de volume, de degré de méandriforme, de structure méandriforme, et puis des variations dans la disposition en fait, des parties d'organes les uns par rapport aux autres. Alors, on va zoomer un petit peu maintenant dans le temps. Là, j'ai parlé de beaucoup d'espèces actuelles. Quand on fait de la paléontologie, on n'a souvent que des restes, par définition presque fragmentaires, en fait, d'espèces plus ou moins disparues. Hein. Il se peut que l'on trouve des fossiles d'espèces actuelles. Un fossile n'est pas forcément l'ancêtre, c'est pas marqué sur son front, hein, d'une espèce qui vit encore aujourd'hui. Tout ça, il faut voir plutôt l'évolution comme une arborescence. Hein, je vous ai montré des arbres, mais et quand on va zoomer sur des nœuds, en fait, c'est-à-dire des transitions entre là poisson tétrapode, on va voir que les choses bougent en termes de parties céphaliques. Alors, dans la grande spirale de l'échelle des temps géologiques, on n'est pas si tard que ça à l'échelle des temps en géologie. Hein. Vous savez que on a vu des astrophysiciens aujourd'hui, comme Jean-Philippe Uzan, lui manipule en fait les années-lumière comme je manipulerais en fait les millions d'années. Hein, finalement, l'unité de temps en sciences de la Terre, c'est le million d'années. Et la transition poisson-tétrapode s'effectue, eh bien, il faut attendre de toute façon presque le dernier tour de Spire, hein, depuis le centre de cette structure à 4,55 milliards d'années. Hein, il faut attendre vraiment presque le dernier tour pour voir la vie visible, hein, phanérozoïque, donc la entre guillemets, dernière époque des temps géologiques où là, la vie, en termes de fossiles, devient macroscopique parce que l'on trouve dans les roches sédimentaires, dans les strates, des fossiles qui ont une échelle en fait observable à l'œil nu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vie avant, évidemment. Hein. La vie, la plus ancienne trace de vie connue, remonte à des stromatolites. En fait, c'était des espèces de couches algaires ou bactériennes organisées sous forme de sandwich, dont les plus anciennes formes de vie connues sont à peu près à 3,8 milliards. 3,9, enfin ça dépend si vous observez des stromatolites plutôt du Groenland, où les Australiens se battent aussi l'antériorité avec les formes groenlandaises. En tout cas, voilà un fossile macroscopique intéressant, puisqu'il s'agit d'Acanthostega qui lui aussi a été découvert au Groenland et qui présente, alors on voit une tête, hein, on voit une partie céphalique, et puis vous reconnaissez bien cette série
de vertèbre qui constitue la colonne vertébrale, avec un morceau de patte avant droite en bas de l'image. Et ce fossile est intéressant. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il n'est pas complet. Pour une fois, on est content d'avoir une incomplétude en fait dans les données, parce que regardez, la partie post-orbitaire, elle est cassée, elle est naturellement non préservée, et donc elle permet l'observation en fait des structures endocrâniennes. Alors, un petit rappel sur la fossilisation, avec un exemple ici d'un dinosaure typique, un Spinosaurus par exemple. Vous avez une espèce, un organisme qui vit, qui se reproduit, qui meurt, qui se nourrit, etc. Et quand il meurt, pour avoir un bon fossile, il vaut mieux que le cadavre se fasse recouvert en fait d'eau pour arrêter en fait l'oxydation naturelle de l'oxygène atmosphérique. Plus le phénomène d'enfouissement, en gros, eau plus sédiment, bien sûr, est rapide, plus vous avez en fait une minéralisation, entre guillemets. On parle de perminéralisation parce que ce sont des éléments minéraux du sol qui vont pénétrer la matière organique du cadavre, surtout les parties les plus dures, donc le squelette, endosquelette si vous êtes invertébré, exosquelette si vous êtes plutôt de type arthropode, évidemment. Mais ces parties en fait, organiques vont diffuser dans le sol et les parties minérales du sol vont venir remplacer, molécule par molécule, la matière organique. Ce qui fait qu'on a des préservations de structures, alors pas forcément de cerveau, mais de boîtes crâniennes, de moules internes de boîtes crâniennes qui nous permettent de faire des inférences en paléontologie sur les structures cérébrales. Alors, comment on fait techniquement ? J'ai envie de dire, pour trouver des fossiles, eh bien, on va prospecter un peu partout dans le monde en fonction de notre spécialité. Donc moi, je travaille sur ce qui se passe de la terrestrialisation, c'est-à-dire la diversification de la vie sur les continents, jusqu'à l'apparition des premiers dinosaures, en gros. Donc on va là, dans le sud marocain, au pied du haut Atlas occidental, prospectés dans des terrains qui ont à peu près 250 millions d'années et qui livrent des fossiles intéressants. Donc, techniquement, on marche, on fait des treks. Alors, on est organisé un peu en battues, comme des chasseurs, les uns à côté des autres, et puis on avance doucement en marchant. Et puis, quand on trouve une irrégularité de structure en surface, eh bien, c'est peut-être un fossile. Donc là, on sort le pinceau et on va brosser délicatement la structure en question pour voir s'il s'agit bien d'un fossile ou pas. Et puis, s'il y a une connexion, on est content parce qu'on a peut-être un reste plus ou moins articulé. Donc, une fois qu'on a dégagé en surface l'élément fossile, là, vous avez une partie de cage thoracique d'un pareiasaure. C'était un gros reptile herbivore qui évoluait sur la Pangée il y a à peu près 250 millions d'années. Eh bien, on le prend pas directement, on prend pas directement les fossiles et on les amène pas directement comme ça dans des musées. Les fossiles passent par des étapes plus ou moins complexes, notamment déjà d'extraction. Donc, on va faire une tranchée en fait avec un marteau, avec un burin tout autour du fossile pour obtenir une sorte de champignon. Où vous avez en fait les restes fossiles qui vont être dans la partie supérieure de ce bloc. Ensuite, deuxième étape, on va recouvrir cette espèce de champignon de roche avec le fossile à l'intérieur. On suppose que le fossile est à l'intérieur quand même, heureusement, avec du papier journal humidifié et puis ensuite une couche de plâtre pour éviter les cassures supplémentaires lors du transport. Donc on fait une sorte de Kinder géant, de Kinder surprise géant, une sorte de cocon de plâtre avec la roche, plus le fossile, et on envoie en fait ce plâtre-là dans le laboratoire de paléontologie le plus proche, pour ensuite passer à l'étape du dégagement mécanique. Alors le dégagement mécanique, il s'agit avec là Gérald est en train de travailler minutieusement avec en fait un marteau-piqueur de la taille d'un marqueur. C'est de la micro-percussion qui va enlever grain par grain le sédiment pour livrer, en fait, si possible en 3D, le fossile en question.
Alors vous allez me dire, oui, mais comment vous faites pour aller dans le sud marocain ou en France ou ailleurs chercher des fossiles? Eh ben, c'est facile. Vous prenez une carte géologique, c'est-à-dire une carte topographique avec des taches de couleur, et chaque tache de couleur va vous indiquer en fait l'âge et le type de roche que vous allez rencontrer en surface. Ça, c'est un travail antérieur nécessaire en fait effectué par les géologues, bien sûr, hein, qui prospectent de par le monde pour dresser en fait ces cartes géologiques pour mieux comprendre la structuration de la planète. Et si vous zoomez au niveau du Canada et notamment du Québec sur ces sédiments du Dévonien, c'est-à-dire qui correspondent à cette phase de transition entre des poissons bizarroïdes et les premiers tétrapodes, vous allez en fait en Gaspésie, notamment dans le parc naturel, parc UNESCO de Miguacha. Vous longez en fait cette magnifique côte. Alors pour l'instant, je ne la connais qu'en photo, mais demain j'y vais. Je vais rejoindre en fait mon collègue, le directeur du parc, qui m'invite en fait à prospecter dans cette magnifique région importante en termes de science, puisqu'elle a livré depuis des décennies le fameux prince de Miguacha. Vous avez peut-être entendu parler du prince de Miguacha, c'est Eusthenopteron, c'est un poisson bizarroïde. Alors on voit bien que c'est un poisson avec une tête plate à cause de la compaction sédimentaire. Et puis regardez les nageoires, elles sont très robustes, elles sont très charnues. C'est ce qu'on appelle un poisson sarcoptérygien qui est un lointain cousin en fait des premiers tétrapodes. Alors, disposé un petit peu verticalement, comme ça, on a une vision un peu gradualiste de l'évolution. Hein. Mais encore une fois, il y a quand même l'arbre phylogénétique qui nous rappelle qu'on a plutôt une évolution buissonnante avec des espèces qui sont finalement plutôt positionnées à l'horizontale pour reconstruire les relations de parenté. Mais Eusthenopteron, ici, est en bas à droite. Et puis, il est important en termes d'évolution en fait, du cerveau chez les vertébrés. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fossiles, de spécimens fossiles d'Eusthenopteron qui ont été découverts dans cette magnifique région de Gaspésie, que dans les années 40, un paléontologue suédois a décidé de sacrifier un spécimen pour la science. Alors comment il a fait techniquement? Il s'est dit, moi je veux voir ou reconstituer plutôt la structure endocrânienne de ce poisson-là pour étudier ce qui se passe au niveau du cerveau lors de la transition entre les poissons et les tétrapodes terrestres. Et donc il a littéralement sacrifié un fossile en l'incluant dans une résine plastique qu'il a ensuite scié, et chaque tranche, en fait, c'est une coupe serrée, hein, chaque tranche a été polie, dessinée, alors c'est en coupe, hein, pour voir justement de la partie postérieure de la tête jusqu'à la partie antérieure du museau, hein, il a fait une série de coupes transversales, et puis il a dessiné en fait les structures endocrâniennes qu'il a reproduites sur des plaques de cire pour monter ensuite, coller les plaques de cire les unes à côté des autres. On est en 1944, ça a été publié par un certain Järvik, un grand paléontologue suédois, et c'est la première reconstitution de structures endocrâniennes dans l'histoire de la paléontologie. Et c'est fait sans scanner, sans synchrotron, sans technique numérique. Donc bravo Järvik. Alors aujourd'hui, on a des structures évidemment un peu plus modernes dans le sens où elles sont moins destructives. On amène en fait nos fossiles au synchrotron à Grenoble en lumière synchrotron. On effectue aussi ce qu'on appelle de la microtomographie à rayon X, c'est-à-dire des radios assez puissantes des objets en 3D pour reconstituer numériquement en fait l'évolution des régions endocrâniennes. Et voilà un résumé en fait de cette évolution. On voit donc en haut différents poissons cartilagineux avec les requins, esturgeons, le sélacanthe, un poisson sarcoptérygien intéressant avec des nageoires aussi assez balèzes, les dipneustes
qui sont des poissons à double respiration, intéressant aussi, et puis une petite salamandre qui représente en fait les tétrapodes. Alors qu'est-ce qu'on voit rapidement dans cette évolution du cerveau? C'est que eh bien, l'élargissement de la partie en fait hémisphérique est apparu plusieurs fois déjà au cours de l'évolution. Regardez par exemple Neoceratodus, le dipneus, il a une région verte, donc hémisphérique, assez épaisse, relativement par rapport aux autres régions et par rapport aux autres espèces. On retrouve un début en fait d'épaississement de cette région-là, évidemment chez Ambystoma, chez les tétrapodes. Et puis on peut remarquer, regardez, Cladodoides, c'est l'heure tourne, je finis, un sélacien, donc un requin fossile intéressant, qui présente lui aussi en fait un élargissement. Donc tout se passe comme si, finalement, l'augmentation aussi du volume cérébral est apparue finalement plusieurs fois au cours de l'évolution des espèces. Alors, en ce qui concerne les dinosaures, on effectue aussi des reconstitutions endocrâniennes. Alors c'est toujours impressionnant de voir des crânes de tétrapodes fossiles qui sont passés aux scanners médicaux ou en microtomographie, et on est capable notamment de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du T-Rex, notamment le T-Rex qui était connu. Donc on a scanné en fait la région crânienne du spécimen AMNH 5117, AMNH, c'est American Museum of Natural History, numéro, etc. Donc on l'a passé au scanner et on peut voir que la région hémisphérique, c'est toujours le même code couleur en vert, présente un bulbe olfactif assez développé. Ça, c'était pas connu en fait auparavant. Donc si vous regardez Jurassic Park, eh bien cette scène-là où le pauvre comment il s'appelle le paléontologue? Alan, je crois, essaie de sauver les enfants ou sa collègue qui est coincée dans la voiture en agitant, en stimulant visuellement en fait ce super prédateur. Il ne faut pas oublier que ce super prédateur, il avait aussi des bulbes olfactifs assez développés, donc un sens a priori de l'odorat lui-même assez développé, donc il aurait dû aller directement éclater la porte de la voiture pour se nourrir plutôt que de courir après Alan Grant. Alors si on remonte, et je finirai en fait là-dessus, à ce niveau-là, entre guillemets, dans l'évolution des crâniates, c'est-à-dire des vertébrés, on va se rendre compte que là, on est un petit peu plus loin dans le temps, on est à peu près à 510 millions d'années, on est toujours en fait dans le dernier tour de Spire. Eh bien, tout repose finalement sur cette espèce de limace de mer bizarroïde. Ça, c'est une reconstitution, évidemment, en 3D, réalisée à partir de plusieurs fossiles qui sont bien connus dans les schistes de Burgess, dans les Rocheuses canadiennes. On a des sédiments qui se présentent sous forme de plaques, qu'on appelle des schistes, qui ont livré beaucoup de fossiles, et notamment cette espèce de limace ou de proto-poisson, si vous voulez, qui a une tronche un peu d'anguille ou de myxine et qui présente des petites barbules en fait au niveau ventral. Et surtout, on voit, alors DO c'est la région dorsale, on voit NOT. NOT c'est la notocorde. La notocorde c'est quoi? C'est ce qui chez nous en fait va donner la colonne vertébrale. Donc Pikaia, c'est le nom en fait de ce genre-là, n'est pas l'ancêtre commun de tous les vertébrés, mais c'est une lointaine cousine de l'ensemble du groupe. Et cette notocorde, en fait, est intéressante en termes de développement. Chez les vertébrés, on voit que tout se passe comme si il y avait une croissance postéro-antérieure de cette espèce de corde qui va déjà se distinguer en trois parties. F c'est forebrain, H c'est M c'est midbrain et H c'est hindbrain, donc la partie postérieure, centrale, antérieure. Et donc il va y avoir une sorte de rotation antérieure, comme si
il y avait une croissance donc dans un axe postéro-antérieur, croissance que l'on retrouve dans l'ensemble en fait des vertébrés en bas, avec human, le rat, le poulet et le poisson zèbre, mais que l'on observe aussi, bien sûr, lors d'une tomographie à différents stades de morphogénèse chez l'embryon humain. On a un petit peu la même chose dans les grandes lignes. Hein. Je ne suis pas le premier à l'observer, bien sûr. Haeckel, qui était un anatomiste en fait, allemand, avait observé que le développement des espèces récapitulait dans les grandes lignes, bien sûr, hein, l'évolution des espèces elles-mêmes. Hein. On sait que l'ancêtre des amphibiens actuels n'est pas un tétard. Hein. On sait que l'ancêtre des insectes n'est pas une larve, mais dans les grandes lignes des plans d'organisation, Haeckel avait déjà observé en fait ce phénomène. Et ce qui est intéressant, je finis juste là-dessus, c'est que dans ces fameux schistes de Burgess, on ne trouve pas que Picaya, on trouve aussi d'autres formes de vie fabuleuses, complètement hallucinantes, et notamment cette espèce de crevette géante qui faisait 1 mètre de long, avec une double mâchoire extensile, avec des piquants, qui était un petit peu le super prédateur dans l'océan de l'époque. Et si Picaya, que vous voyez en bas à droite, n'avait pas survécu à ces attaques de prédateurs, est-ce que nous serions aujourd'hui même présents pour parler de l'évolution de l'intelligence artificielle en général ou de l'intelligence tout court? Je vous laisse vous poser vous-même la question. Merci. Là, tu nous as montré l'évolution et des comparaisons entre les cerveaux humains et des cerveaux d'animaux, puis l'évolution des cerveaux d'animaux sur la partie plus topographie, ou je sais pas, ou atlas, ou géométrie un peu grossière. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus aussi sur les mécanismes cognitifs, vraiment la science cognitive, enfin on pourrait dire la science cognitive des animaux et les rapprochements avec les humains et l'évolution de cette cognition des espèces? Oui, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on rentre presque dans l'éthologie, hein, l'étude du comportement, mais ce qu'on observe, c'est que plus vous êtes, entre guillemets, carnivore, ou moins autotrophe que d'autres organismes, donc plus vous êtes hétérotrophe, plus vous avez besoin de récupérer de l'énergie chez les autres, hein, carnivores tout simplement, plus vous allez développer des stratégies de chasse, de prédation, et plus il y a une augmentation, entre guillemets, de la cognition. Et tout ça est apparu, encore une fois, plusieurs fois au cours de l'évolution. Les théropodes, hein, les dinosaures avec des pieds de bête, hein, littéralement, étymologiquement parlant, théropode, pieds de bête, pour faire bien la distinction avec les sauropodes, les dinosaures à pieds de reptiles classiques, comme les diplodocus et autres, ou les ornithopodes, donc les dinosaures à pieds d'oiseaux. Les théropodes sont caractérisés par des os extrêmement modifiés des chevilles, hein, donc tout ça est retenu par la sélection naturelle et permet en fait de se déplacer en posture bipède, hein, comme nous. Alors il y a d'autres caractères hein, qui fait le théropode, si je puis dire, mais on a en fait un développement de la bipédie, d'ailleurs chez les primates, qui est directement associé à la rotation du basicrâne. Ça se voit bien aussi au niveau morphogénétique et au niveau évolutif. Quand on passe des australopithécoïdes à sapiens, hein, vous passez du stade un peu quadrupède courbé au stade bipède plus ou moins redressé. Alors, c'est pas fini parce qu'on a encore des problèmes de dos hein, à cause de cette double courbure, mais la bipédie permet en fait, ou oblige le foramen magnum, donc qui fait la jonction de la tête avec la colonne vertébrale, à passer en position vraiment postérieure, enfin ventrale, et donc vous avez tout le basicrâne en fait qui tourne sur lui-même et qui a permis, au cours de l'évolution, en fait, l'augmentation du volume cérébral. Alors, est-ce que augmentation du volume correspond à l'intelligence hein? Ça, c'est encore un autre souci. Mais en tout cas, tout ça est lié à des comportements, effectivement, soit de prédation, soit d'exploration. Hein, Jacques en a parlé ce matin, de l'exploration. Peut-être que aussi, cette exploration en milieu
de savane, hein, qui a permis ou obligé en fait les australopithécoïdes à se redresser pour voir un peu plus loin, éviter les attaques de prédateurs et puis anticiper aussi sur la chasse ou la préhension aussi des proies pour se nourrir. Peut-être que cette exploration mêlée à différents types de régimes alimentaires ont contribué effectivement à la cognition. Est-ce que vous me permettez un petit commentaire? Bien sûr. En tant que primatologue, bien sûr. Alors, effectivement, aussi, les capacités cognitives des animaux, elles dépendent aussi de deux choses importantes, donc du régime alimentaire, parce que plus vous allez être, par exemple, un primate qui va se nourrir de fruits, au plus vous allez devoir concevoir des outils ou des choses comme ça pour atteindre la nourriture et également de la socialité. Au plus un animal est social, au plus le cerveau est assez important, puisque les relations sociales développent des capacités cognitives importantes. Et il faut aussi que ce soit un réseau social complexe. Oui, il y a des rétroactions sur les comportements et on parle de plus en plus d'intelligence non humaine. Hein, quand on regarde les cétacés, encore une fois, maintenant vous avez les images des cerveaux en tête, les éléphants, et on parle aussi de culture animale, hein, de culture non humaine, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui jouent comme nous on joue, hein, les pieuvres par exemple, les céphalopodes font du land art, on ne sait pas pourquoi. Les dauphins jouent à faire des espèces d'anneaux en recrachant leur air, et puis ils passent dans ces anneaux d'air, etc., etc. Les primates non humains choisissent certaines feuilles de certaines plantes pour se soigner du palu. Donc il y a une pharmacopée non humaine qui est développée chez d'autres espèces que la nôtre. Donc ça fait du bien aussi à l'ego de savoir que l'intelligence n'est pas qu'humaine. Donc la question des filles était: l'intelligence artificielle est-elle naturelle? Dans la première partie de l'exposé, j'ai eu l'impression qu'on est passé d'un panorama biologique à l'intelligence artificielle. Et ça m'a beaucoup rappelé une phrase d'un autre conférencier, Obouy, qui disait: il n'y a pas une seule intelligence animale qui soit supérieure aux humains. Et c'est un peu ce qui nous a ici démontré avec l'anatomie comparée. On a longtemps relié la taille avec l'intelligence, oui, oui, surtout chez les primates. On nous a, au départ, la plupart des gens, quand vous les interrogez, vont penser que ce sont les grands singes qui sont les plus intelligents. Or, théoriquement, c'est les capucins, avec une capacité de raisonnement qui est assez impressionnante, puisqu'ils sont confrontés, comme je disais, tout le temps à devoir casser des noix pour se nourrir, à devoir socialiser, etc. Enfin, je m'écarte un petit peu. Et donc, l'anatomie comparée qu'a mentionné M. Steyer, développée par Cuvier, et permet effectivement de repérer les organes les uns avec les autres et de remonter jusqu'à l'évolution. Et c'est ce qui prouve que justement, l'intelligence artificielle est loin d'être non naturelle, puisque au final, on a eu constamment cette évolution au cœur des millénaires qui se sont écoulés. Ce qui nous arrive à ce que M. Steyer nous a démontré dans une plutôt deuxième partie, où on a vu l'évolution de cette intelligence comme une arborescence, avec la démonstration des fossiles et de comment on découvre un fossile et comment on essaye de comprendre l'intelligence qui malheureusement ne laisse peu de traces tangibles. Il faut du coup l'étudier pour pouvoir comprendre. Dans ce cas-là, M. Steyer nous expliquait le processus de découverte d'un fossile et comment on interprète, avec notamment le fait que déjà il faut choisir le lieu où on est susceptible de trouver un fossile. Et il nous a cité l'exemple qu'on utilise la topographie avec le parc d'UNESCO dans Gaspésie. Il nous explique qu'il faut préserver ce fossile pour avoir le plus de chances d'obtenir
des informations sur cette intelligence, notamment en extrayant de façon très protocolaire et surtout en protégeant vers un laboratoire. Et sur l'exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est le sacrifice du fossile de Yarkovitch, je ne sais pas si je prononce bien, c'est ça, en 1944. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que une de mes professeurs en biologie nous a toujours dit pour les dissections, c'est sacrifier pour sauver. On sacrifie parfois des choses, mais pour pouvoir justement sauver dans le futur avec les grandes découvertes. Et c'est d'ailleurs ici, on est obligé de sacrifier certains bons fossiles qui pourraient nous permettre d'étudier autre chose plus tard, mais ça nous a permis de voir qu'il y a une augmentation cérébrale au cours du temps, puisque c'est la première structure crânienne qui a été complètement identifiée. Donc, après tout ça, en ayant passé d'un contexte biologique vers l'intelligence artificielle, puis comment on est remonté de l'évolution pour comprendre le fonctionnement de l'intelligence dans la biologie, on ne peut que dire qu'une chose, c'est cohérent et très humain de vouloir savoir plein de choses sur l'intelligence artificielle et de créer une intelligence artificielle biologique.